Je pense qu'il faut avoir une approche un petit peu ciblée. Il ne s'agit pas de traiter des volumes nécessairement considérables. Il s'agit surtout d'identifier qui sont les leaders d'opinion sur Internet. De la même façon qu'il faut savoir choisir nos partenaires et les intéresser un peu à la partie, il faut savoir correctement identifier nos adversaires et en particulier traiter les leaders d'opinion sur Twitter, sur Facebook, c'est-à-dire ceux qui sont suivis, ceux qui attirent du monde. Il s'appelle Soral, il s'appelle Dieudonné, il s'appelle maintenant Henri Lesquin, il s'en invente beaucoup. Et tout cela, alors certes, pour certains d'entre eux, ce sont des no-life, on ne les rencontre pas dans la vie réelle, comme le disait Patrick tout à l'heure. Pour beaucoup d'entre eux, on les rencontre dans la vie réelle, ils ont des intérêts économiques et ils sont quand même un peu plus vissés à un territoire et à des réalités très concrètes et très tangibles qui fait qu'on peut les atteindre, même s'ils organisent leur insolvabilité, même s'ils se débrouillent, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent pour que leur contenu soit toujours à la limite de l'inacceptable. Je dirais que je suis même encore plus inquiet et préoccupé par le fait que l'on n'arrive pas, tout simplement faute de moyens légaux, à traduire devant la justice des sites qui ont développé, par exemple, les théories alternatives sur les attentats de Saint-Denis et du Bataclan. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si, c'est évidemment un problème, mais on en vient à la deuxième partie du traitement. La répression, donc je le disais, est indispensable et pour être très clair, on n'avait pas poussé les feux aussi loin qu'on aurait pu et qu'on aurait dû le faire jusqu'à une date relativement récente. Là, les signalements que j'indiquais, de la même façon que le renforcement des effectifs de Pharos avec la création d'unités de lutte contre la haine sur Internet, tout cela, on l'a fait relativement récemment. Ce sont des avancées, mais ce sont des avancées récentes. Bon. Donc en fait, à partir d'une législation qui effectivement est une des plus répressives du monde, mais avec des moyens renforcés et surtout, je dirais, avec une posture différente qui consiste à dire on va cibler un certain nombre d'adversaires et on ne va pas les lâcher. À partir de là, nous arrivons à obtenir, à législation constante et à moyens à peine augmentés, nous arrivons à obtenir un certain nombre de résultats. Et ça suffit pas. Et de toute façon, ça ne suffira jamais. Sur YouTube, la plus grande plateforme de partage de vidéos sur Terre, YouTube a toujours le dernier mot. Et l'équipe de YouTube a plus d'une manière pour censurer et faire pression sur les chaînes et les contenus qui les dérangent. Tous ont connu la censure qu'impose YouTube aux opinions dites d'extrême droite, fascistes, etc. Mais bon, on va pas se le cacher, hein, c'est toutes les opinions qui vont à l'encontre de la mouvance générale. Si une chaîne suit une ligne éditoriale un tant soit peu plus à droite que Libération... vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Tôt ou tard, elle aura des problèmes. Et ça ne concerne que YouTube. Parce qu'en dehors de YouTube, il y a également énormément de censure. Que ce soit sur Instagram, Twitter, Facebook, ainsi que sur les plateformes de financement participatif qui refusent des causes et pas d'autres. Tout ça, parce qu'on est de droite. Mais peu ont concrètement expliqué ce qui se passe sur YouTube. Alors je vais essayer, tout en restant clair et sans entrer à fond dans les détails techniques, le processus de censure qui se met en place et avant même la dernière étape qui est la suppression de la chaîne. Et pour cet exemple, je vais prendre le mien. Parce qu'évidemment, je ne suis pas épargné. Et vous verrez comment c'est vicieux. Comment ça se passe quand on veut créer du contenu sur YouTube? Tout d'abord, on crée un compte Google. Un nom, un prénom, une adresse email, en gros le même procédé que vous utilisez pour créer un compte YouTube normal. Mais tout change lorsque l'on prend l'initiative de créer une chaîne YouTube. On a alors la possibilité de choisir un nom, un identifiant, une photo de profil et une bannière, etc., etc. Et à partir de là, vous pouvez commencer à publier du contenu sur YouTube. Donc vous prenez votre petite vidéo que vous avez préalablement montée, éditée, mixée, que sais-je, et vous allez sur YouTube et vous la postez. Et vous arrivez sur une page avec une multitude d'options. Vous entrez le titre que vous voulez, la description, vous devez dire si votre vidéo est destinée aux enfants, si ce n'est pas le cas, est-ce que vous estimez qu'elle devrait être interdite aux moins de 18 ans, vous pouvez aussi entrer les tags, et quand le traitement est fini, vous pouvez la publier. Mais si vous avez pour projet de vous développer sur YouTube, parce qu'on s'entend bien, si votre affaire commence un petit peu à marcher et que vous avez des ambitions, il faudra passer à l'étape supérieure qui est la monétisation. Parce qu'il est possible de tirer un certain revenu par les vidéos YouTube. Et pour débloquer la monétisation, il y a plusieurs critères à remplir. Premièrement, votre chaîne doit avoir atteint les 1000 abonnés, cumuler plus de 10 000 vues au total sur la chaîne et cumuler plus de 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois. Bon, ça prend un peu de temps au début quand vous commencez de rien,
mais c'est atteignable. Une fois que ces critères sont atteints, vous pourrez signer un contrat avec YouTube qui vous expliquera que vous toucherez de l'argent en fonction des vues et des pubs sur votre chaîne. Bon, et là on arrive au point intéressant. Désormais, lorsque vous posterez vos vidéos, vous aurez la possibilité de les monétiser. Et pour ce faire, YouTube a mis en place un système qui est pas tout jeune, mais pas très vieux non plus. Un système de réputation. Je vous explique. Quand vous postez une vidéo, vous pouvez choisir d'activer la monétisation ou pas. Et si vous choisissez de l'activer, vous allez devoir remplir un formulaire concernant la vidéo en question. Et le formulaire ressemble à ça. Il y a plusieurs catégories concernant la violence, les armes à feu, les contenus pour adultes, etc., etc. Et vous devez cocher les cases que remplissent votre vidéo. En gros, vous devez dire à YouTube ce que contient votre vidéo et si vous estimez qu'elle correspond aux critères de monétisation de la plateforme. Une fois que vous avez répondu au questionnaire, vous le soumettez à YouTube et YouTube va alors faire son analyse de la vidéo avec un robot qui va décortiquer votre vidéo et voir s'il détecte quelque chose. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que, et ils l'expliquent eux-mêmes, vous avez intérêt à ce que les données que vous avez entrées dans le questionnaire correspondent parfaitement avec ce que le robot YouTube détectera lors de son analyse. C'est-à-dire que si vous avez parlé d'armes à feu dans la vidéo et que dans le questionnaire vous ne l'avez pas coché, vous allez perdre en réputation. Et peut-être que pour les premières fois ça passera, mais plus le nombre de fois où le robot YouTube n'a pas été d'accord avec vous concernant ce qui se trouve dans la vidéo, plus votre réputation auprès de YouTube baissera. Et c'est ça qui est vicieux, vous allez voir. Parce que là vous allez me dire, mais vous avez juste à exactement renseigner ce qui se passe dans la vidéo, mais vous allez voir que c'est plus vicieux que ça. Parce qu'en fait, vous allez parler d'un sujet qui est pour vous totalement acceptable, une affaire de police, une opération de l'armée, un événement récent, etc., etc. Et dans le questionnaire, vous allez remplir les cases correspondantes, mais tout en restant dans le fait que selon vous, elle est monétisable la vidéo. Mais si le bot YouTube détecte un mot que vous avez dit et qu'il aime pas trop, etc., etc., votre vidéo se verra instantanément limitée. C'est le petit dollar jaune, qui indique que la plupart des pubs que YouTube peut mettre sur une vidéo ne seront pas mises sur votre vidéo, et donc votre contenu sera excessivement moins rentable. Et je parle d'une vidéo qui pourrait faire 50 € et qui finit par en faire 2 centimes. C'est de cet ordre-là, le moins de rentabilité. Si parce que vous avez pas assez flouté une partie de la vidéo, ou que vous avez dit un mot qui est tout à fait normal, mais que YouTube n'aime pas, votre vidéo sera limitée. Et YouTube prendra en note le fait que votre jugement concernant la vidéo ait été en désaccord avec l'analyse du bot YouTube. Et donc, pour les prochaines publications, le bot deviendra de moins en moins complaisant avec vous. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Sur ma dernière vidéo concernant l'utilisation des armes à feu par la police, lorsque je l'ai postée, alors que j'avais fait le travail de tout flouter, de la rendre parfaitement ad-friendly, etc., malgré évidemment le discours de droite que je tiens, mais bon, ça c'est pas illégal à ce que je sache, hein. J'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême droite qui déposera des manifestations, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations. Ma vidéo s'est vue limitée aux annonceurs et interdit aux moins de 18 ans. Donc le bot a estimé que je n'ai pas été honnête lorsque j'ai rempli le formulaire et que ma vidéo présente des choses qui violent les lois de YouTube, alors que c'était complètement faux. Donc bon, je l'ai encore plus flouté, j'ai bipé certaines phrases et je l'ai reposté. Toujours pareil, le bot considère qu'elle n'est pas monétisable. Donc j'en ai fait 15 versions différentes, parfois sans l'image, parfois sans le son, pour essayer d'identifier la partie ou du moins ce qui posait problème à YouTube. Mais le truc qui est vicieux, c'est qu'à chaque fois que j'ai posté une version toujours plus censurée la vidéo, elle était non monétisable. Et que donc, YouTube considérait qu'à chaque fois, j'ai été malhonnête lorsque j'ai rempli le formulaire en disant que la vidéo était selon moi monétisable et pas le robot YouTube. Et donc, à chaque fois, j'ai perdu en réputation auprès de YouTube, ce qui fait qu'à la fin, quoi que je postais, c'était non monétisable. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte directement. Donc, j'ai fini par poster la vidéo non monétisée parce que mon but premier est de faire entendre la vérité et le fait de ne pas toucher d'argent dessus, malgré le fait que j'ai travaillé dessus, m'embêtait moins que si elle était juste pas publiée. Alors, je l'ai mise comme ça. Et dernièrement, je travaille sur une vidéo concernant la mort du sergent Nicolas Mazier, dans laquelle je reviens sur le traitement des internautes et la vague de commentaires abjects glorifiant la mort d'un soldat français tombé au combat. Mais donc, cette vidéo parlait de l'armée, citait quelques exemples, mais il y avait absolument rien qui allait à l'encontre des règles de YouTube, malgré quelques passages où j'étais peut-être un peu trop précis concernant les profils des auteurs des commentaires. Mais donc je la poste en remplissant le formulaire, en disant que oui, elle parle de l'armée mais que c'était acceptable, qu'il y a rien de choquant, et YouTube la considère non monétisable. Oh, il s'embête pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, il y a plus de questions, il y a plus de réponses. Alors là je me dis merde, c'est pas sérieux là quand même, je fais une vidéo pour rendre hommage à un militaire, on me dit qu'elle est pas postable en étant monétisée, etc. Bon, je me dis, bon, je vais retravailler sur la vidéo en retirant certaines parties qui étaient tout à fait acceptables. Mais bon, je me disais que ça pouvait être un truc ou un autre, etc. Donc, voilà, j'ai retravaillé un peu la vidéo. Et à la fin, j'ai fini par en faire
16 versions différentes et les 16 versions différentes n'ont jamais été acceptées. Donc je me suis simplement enregistré, dire bonjour, je vais bien. Je l'ai mis sur un fond noir, la vidéo dure 3 secondes et YouTube a dit qu'elle n'était pas éligible à la plupart des annonceurs, donc qu'elle était limitée. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois que j'ai essayé de faire une version toujours plus censurée de la vidéo et que YouTube l'a détecté comme pas éligible, alors que moi j'avais dit oui dans les formulaires, YouTube m'a fait perdre en réputation. Et du coup, j'avais de moins en moins de chances d'être éligible à la monétisation la fois d'après. Alors que paradoxalement, ma vidéo devenait de moins en moins controversée. C'est quand même formidable. C'est ça le truc vicieux. Et donc dans l'onglet revenus de ma chaîne, il est stipulé qu'au cours des 90 derniers jours, 32 vidéos de ma chaîne n'ont pas été jugées éligibles à la plupart des annonceurs par le bot YouTube et qu'à ces 32 reprises, j'en avais jugé autrement dans le formulaire. Et c'est exactement ça, leur arme. Vous postez une vidéo avec vos opinions de droite, parce que dernière nouvelle, c'est pas illégal. Que le 4 février dernier s'est tenue une marche au flambeau à l'initiative de l'ultra-droite pour célébrer, honorer les morts du 6 février 1934 et que j'avais interdit cette manifestation, mon arrêté a été annulé parce que je n'ai pas pu démontrer qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public. Et YouTube va trouver quelque chose à redire, parce que voilà, t'as pas été assez parfait, et donc YouTube va la rendre non monétisable. Et va en plus vous mettre une petite note, vous savez comme dans le carnet correspondance quand on était au collège, en disant il a pas été très honnête lorsqu'il a voulu poster telle vidéo, donc soyez plus sévère avec lui la prochaine fois. Et donc vous, voulant bien faire, vous acceptez de censurer un peu plus votre vidéo, et lorsque vous la repostez, elle sera toujours pas considéré comme monétisable. Mais en plus, vous allez vous reprendre un autre mot dans le carnet de correspondance, sans savoir qu'à chaque fois que vous essayerez de poster une vidéo, vous allez faire marcher l'engrenage qui consiste à jamais vous rendre éligible à la monétisation. C'est quand même pas mal, hein. Et c'est pas qu'une question d'argent, parce que pas éligible à la monétisation, ça veut dire que vous touchez rien dessus, donc vous serez pas payé pour le travail fourni. Mais qu'en plus, votre vidéo ne sera pas mise en avant par YouTube, voire même sera un peu masquée. Parce qu'évidemment, YouTube n'a aucun intérêt à promouvoir une vidéo qui n'est pas monétisée, parce qu'ils ne peuvent pas toucher de l'argent dessus, simplement. Étant donné que lorsqu'une vidéo est monétisée, YouTube touche 50% des revenus qu'elle génère, du coup si elle est pas monétisée, YouTube ne touche rien, donc au lieu de mettre en avant votre vidéo qui ne générera pas un rond, ils mettront en avant une note qui est totalement monétisée. Et si en plus votre vidéo a le malheur d'être un tout petit peu trop controversée pour YouTube, ils la rendront beaucoup moins facile à trouver sur le site. Mais donc là, j'imagine que certains doivent se dire que je mens, que c'est pas possible d'enlever la monétisation à une vidéo dans laquelle je dis « Bonjour, je vais bien ». Et donc, je vais vous le prouver. Là, vous êtes sur mon YouTube Studio. Et ça, là, la vidéo qui s'appelle c'est la vidéo que j'ai faite quand j'ai été énervé de voir que toutes mes vidéos se faisaient démonétiser. Et donc j'ai eu pour idée de juste prendre une vidéo dans laquelle je dis « Bonjour, je vais bien ». Je l'ai posté tel quel. Y a rien, c'est bonjour, je vais bien, voilà, non, y a rien. Je l'ai posté tel quel, etc. Et regardez quand je vais voir la monétisation, cette vidéo ne peut générer que des revenus publicitaires limités ou aucun revenu en raison du contenu identifié comme non adapté à la plupart des annonceurs pour détecter les violations, nanana. Et en gros, la vidéo est limitée, c'est-à-dire qu'en gros, je peux soit la démonétiser, comme ça, soit l'activer la monétisation, mais elle est limitée, donc en gros, je touche rien dessus, elle est pas mise en avant, et enfin, c'est... Ouais, voilà, ça ne sert à rien, quoi. Et la vidéo, c'est concrètement juste moi qui dit, bonjour, je vais bien, voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Merci à notre envoyé spécial. YouTube, quand même, donne la possibilité de faire appel. Donc là, vous allez vous dire le rayon de soleil incroyable. Mais attendez, vous pouvez demander un examen manuel de votre vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un type de chez YouTube payé à identifier les contenus non éligibles qui va passer sur votre vidéo et va décider si oui ou non elle est acceptable. Vous sentez venir la douille ou pas? Et si évidemment le bot YouTube considère la vidéo comme étant très méchante, alors qu'il est censé être quand même plutôt neutre et plus neutre qu'un humain, vous imaginez vraiment qu'un type de YouTube, donc probablement de gauche, qui va tomber sur une vidéo d'un droitard, va autoriser la monétisation? C'est ça qui est drôle en fait, c'est que le robot de YouTube te dit que ta vidéo respecte pas leurs critères, toi tu fais appel et c'est YouTube qui va juger l'affaire. C'est quand même incroyable, c'est quand même malin. Et ça c'est évidemment que dans le cas de la monétisation, mais il y a évidemment les cas de suppression des vidéos, parfois à l'initiative de l'État français ou même de YouTube, les shadow ban qui fait que ta chaîne est quasiment introuvable, et même dans les avertissements qui, si vous en récoltez plus de 3, ferment définitivement la chaîne, et si vous voulez faire appel, c'est YouTube qui jugera le cas. Pas mal, moi j'aime bien le concept. Et donc les patriotes, les types de droite sont condamnés à soit éviter tout propos un tant soit peu controversé pour éviter d'être fiché S sur YouTube, soit condamnés à se prendre en boucle des avertissements et des censures sur toutes les vidéos, des suppressions, des non-monétisations, des shadow ban, etc., etc. Et moi, j'en fais évidemment partie. Et ma chaîne n'est donc pratiquement plus monétisable. C'est-à-dire que je bosse sans gagner un rond, mais qu'en plus mes vidéos seront vues par moins de gens. Le tout avec la possibilité que certaines d'entre elles soient carrément supprimées, et que ma chaîne aussi. Ah là là, c'est pas mal quand même. Nous sommes en train de glisser vers la tyrannie. Nous sommes en train de glisser vers la tyrannie. La semaine dernière, sur ordre du gouvernement socialiste français, à Paris,
une poignée de groupuscules se sont rassemblés, dont l'Union des étudiants juifs de France, qui ne représente absolument personne. Absolument personne. Dont Monsieur Patrick Klugman, ancien président de cette UEJF d'ailleurs, qui est le bras droit d'Anne Hidalgo, la socialiste maire de Paris, en présence de Gilles Clavreul, délégué de la DILCRA, qui est une délégation interministérielle pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je vais revenir sur cet organisme. Donc ces gens se sont rassemblés à Paris et ont exposé, sans tabou aucun, leur volonté de censurer les opinions que le gouvernement estime incompatibles avec l'idéologie officielle du régime et du système. Le gouvernement, en violation même de la Constitution française, s'arroge désormais le droit de désigner quel individu a le droit de s'exprimer, quel individu n'a pas le droit de s'exprimer. Et au surplus, prend des mesures non seulement de répression judiciaire, mais encore entend interdire techniquement les individus suspectés d'idées déviantes d'expression sur les plateformes comme YouTube, Facebook, Twitter. Moi-même, j'ai été désigné par un individu obscur qui s'appelle Monsieur Simonet, proche du gouvernement, proche d'individus au sein de Twitter France, pour interdire mon compte. Unilatéralement, sans que aucun propos, alors que la législation est répressive et comme vous les avez entendus, la plus dure du monde, du Dixit, le représentant du gouvernement, pour la répression de la liberté d'expression, la plus dure du monde. Malgré cela, sans même l'avoir violé, mon compte va être supprimé. Aucun moyen de faire appel, évidemment. Arbitraire total. L'arbitraire le plus complet. Ce système est au bord de l'effondrement, viole les droits fondamentaux des individus, à commencer par celui de penser et de s'exprimer. Je ne suis pas le seul. De plus en plus de personnes sont bâillonnées par le gouvernement. Et ce sont les mêmes individus qui, en janvier dernier, au nom de Charlie Hebdo, assassiné par des islamistes, prétendaient défendre la liberté d'expression. Jamais, en moins d'une année, des organisations groupusculaires en lien avec un gouvernement n'avaient mené de front une offensive contre les droits fondamentaux des citoyens de France, au point même de vouloir bâillonner et réprimer ouvertement et publiquement la liberté d'expression des opposants réels ou supposés. C'est extrêmement grave, et d'ici peu, nous serons dans un état policier pur et simple. C'est une dérive qui n'a rien à envier aux démocraties populaires d'Europe de l'Est. Absolument rien. Le gouvernement s'arroge le droit d'encadrer les débats publics, sans que personne ne puisse y dire quoi que ce soit. Car le gouvernement ne vous représente pas, il représente les intérêts des personnes qui le contrôlent, c'est-à-dire très peu de gens, c'est-à-dire l'élite au pouvoir. Nous sommes, et ce n'est plus un slogan, dans une dictature socialiste. Des personnes sont condamnées à des peines de prison parce que leurs opinions sont considérées par ce gouvernement comme étant illégales ou illégitimes. C'est mon cas, et c'est le cas d'autres. Et ça sera votre cas bientôt. Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, qui va être consacrée à l'arrestation d'Hervé Ryssen. Depuis maintenant 7 jours, Hervé Ryssen est en prison. C'est un écrivain que vous connaissez probablement, peut-être de nom uniquement. Vous ne connaissez peut-être pas son œuvre, pourtant elle a fait couler quand même beaucoup d'encre. C'est donc un écrivain qui aujourd'hui est détenu pour ses écrits, détenu pour ses opinions. Opinions qui visiblement dérangent des gens puissants, des gens bien établis, qui ont décidé de passer à une phase de répression dure de toute forme d'opposition réelle.
Soyons sérieux, voyons les choses comme elles sont. En 2020 en France, militer à l'extrême gauche pour l'union des homosexuels ou l'adoption des enfants par les homosexuels ou tout autre sujet sociétal du même ordre ne vous mène pas en prison, bien au contraire. Les plateaux de télévision s'ouvrent, les colonnes des journaux s'ouvrent, et vous êtes plutôt célébré si vous tenez ce genre de propos ou d'opinions, et de même sur toute une autre série de sujets qui sont prétendument mal vus. Non, en réalité, elles ne sont pas mal vues, elles ne dérangent pas l'État, elles ne dérangent pas ceux qui contrôlent l'État. En revanche, les idées exposés par Hervé Ryssen dérangent visiblement l'État et ceux qui exercent une influence considérable sur cet État. Il va sans dire que ce segment de la population qui exerce une telle influence est ce qu'on appelle traditionnellement le lobby juif. Donc le lobby juif a réclamé une répression accrue de toute forme de contestation idéologique et politique qui pourrait le viser. Bien. C'est ce qui a mené Hervé en prison. Alors, cela amène toute une série de constatations et une analyse. Premièrement, vous voyez qu'il y a... D'abord, c'est un précédent qui en appelle d'autres. Donc, Hervé Ryssen n'est pas le seul et unique auteur, ou même militant, qui sera visé par une mesure d'emprisonnement pour avoir formulé pacifiquement, et dans le cas d'Hervé Ryssen, par écrit, au terme d'un raisonnement élaboré sur des milliers et des milliers de pages, d'autres suivront comme lui et seront jetés en prison. Donc, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, cet emprisonnement traduit une évolution systémique. On ne peut donc pas fermer les yeux, puisque désormais, exprimer une opinion non conforme ou prétendue telle, tenue pour telle, par l'État, par ceux qui contrôlent l'État, peut vous mener en prison. Donc évidemment, on ne peut pas traiter ça comme un fait divers. Ça, c'est la première chose. Donc il y aura des suites. Ensuite, c'est plutôt le plan philosophique qui interpelle. Pour justifier sa répression, le système a recours à une ficelle rhétorique, dans la grande tradition du sophisme, qui consiste en fait à délégitimer l'opinion formulée. Comment ? Eh bien, tout simplement en refusant à cette opinion le caractère d'opinion. Et on arrive à cette insanité qu'on aurait pu trouver typiquement lors d'une discussion entre rabbins au terme d'un exercice de pile-poule, qui consiste à dire « l'opinion de Ryssen est dérangeante, nous voulons l'interdire, la liberté d'expression empêche d'interdire des opinions, qu'à cela ne tienne, les opinions d'Hervé Ryssen ne sont pas des opinions, ce sont des délits. » Bon. Sophisme intégral, puant le vice, mais qui permet, comme ça, par une pirouette sémantique, de légitimer ce qui bien évidemment ne peut pas être légitimé si l'on croit à la liberté d'expression, et surtout si l'on veut user de sa liberté d'expression. La liberté d'expression, voyez-vous, si on raisonne comme raisonnent ces gens-là, est une liberté d'expression à géométrie variable. Partant, ce n'est pas la liberté d'expression. Si la liberté d'expression ne s'applique pas à tout le monde, à ce moment-là, elle ne s'applique qu'à certaines personnes et pas à d'autres. Ça veut dire qu'elle bénéficie à certaines personnes et elle ne bénéficie pas à d'autres. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que ceux qui bénéficieront ou peuvent bénéficier dans ces conditions de cette protection, qu'est la liberté d'expression à géométrie variable, sont par définition ceux qui contrôlent l'État et les tribunaux. Ceux qui sont hors du système, ceux qui sont plus fragiles politiquement, plus isolés, plus marginaux, ne pourront pas, à l'évidence, bénéficier d'une géométrie variable qui sera déterminée par l'État, ceux qui contrôlent l'État, ceux qui contrôlent les tribunaux, par définition les puissants. La liberté d'expression est conçue, pensée, dès l'origine, comme un moyen pour les gens les plus modestes,
les plus pauvres, les plus exposés potentiellement à l'arbitraire, d'exprimer leurs opinions. Le cas d'Hervé Ryssen est caractéristique de la nécessité de la liberté d'opinion. C'est pourquoi vous voyez devant vous la kyrielle des Tartuffes, la kyrielle des hypocrites, qui disent la liberté d'expression, oui, mais dans ce cas-là, non. Ça, c'est typiquement une ficelle d'arnaqueurs, d'escrocs. Et aussi de lâches, je dois bien le souligner. Car vous avez deux types de gens qui vont refuser de défendre Hervé Ryssen. Vous avez ceux qui sont bien évidemment intéressés par cette répression, le lobby juif, ou des gens qui sont politiquement proches de ce lobby, ou qui, pour d'autres raisons, estiment que les gens qui défendent les opinions d'Hervé Ryssen devraient rejoindre Hervé Ryssen en prison. Donc, de leur point de vue, ils ne croient pas en fait à la liberté d'expression et très cyniquement prétendent l'inverse, mais sont très heureux de jeter les opposants qui les dérangent en prison. Bon, ils sont très cohérents finalement quant à leur but politique. Ils sont évidemment incohérents quant à leur défense purement nominale de la liberté d'expression, mais enfin, politiquement, ça se tient. Et puis il y a ceux qui sont lâches, ceux qui ont peur. Ceux-là sont bien plus dangereux que, en fait, ceux qui veulent emprisonner les voix discordantes, les opposants. Pourquoi? Pour une question numérique. Il y a beaucoup plus de lâches qu'il y a de gens déterminés aujourd'hui à la tête du pouvoir pour imposer leur volonté aux plus faibles. C'est très clair. Il y a beaucoup plus de lâches. Beaucoup plus de lâches démographiquement. Bien. Donc, ils représentent un problème beaucoup plus considérable. C'est tout particulièrement vrai dans nos milieux. J'ai observé avec beaucoup d'attention que la liste des personnes qui prennent position en faveur de l'écrivain Hervé Ryssen s'allonge. Elle s'allonge, j'en suis franchement heureux. Il y a des personnes très différentes, je ne vais pas toutes les citer. Jean-Marie Le Pen, le plus éminent. Je vois aussi que Bruno Gollnisch a pris position, ancien eurodéputé du Front National et du Rassemblement National. Je vois aussi que Alain Soral a pris la défense d'Hervé Ryssen, a dénoncé cet emprisonnement pour une raison simple. D'ailleurs, Alain Soral a été visé par une tentative similaire il y a moins d'un mois. Il est maintenant en exil en Suisse. Ça en dit quand même assez long. Jean-Yves Le Gallou, du mouvement identitaire, qui est à la tête de l'Institut Iliade, qui a courageusement pris position contre cette mesure inadmissible d'internement des opposants. Et je pourrais continuer comme ça longtemps, il y en a beaucoup d'autres, ce serait trop long, bien évidemment, de les citer. Mais enfin, il y en a beaucoup. Il y a aussi Jean Bricmont, qui est un anarchiste belge, je veux dire, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un nostalgique du Troisième Reich, un nostalgique du fascisme, qui n'est même pas antisémite. Il se revendique de Noam Chomsky, qui est comment dirais-je, un intellectuel juif américain très connu à l'extrême gauche. Donc c'est vraiment pas quelqu'un qu'on peut soupçonner ni d'antisémitisme, ni de sympathie pour le néonazisme ou que sais-je, qui a dénoncé, qui a dit « Attendez, où sommes-nous où allons-nous » Bien. Et puis il y a tous les autres. Ceux, si vous voulez, qui brillent par leur silence. Ceux qui brillent par leur silence parmi les figures publiques de la droite nationaliste. Alors il y a des gens dont on n'entendait vraiment rien. Marine Le Pen, évidemment, a tenu à dénoncer en fait les propos d'Hervé Ryssen, enfin à soutenir le principe de l'emprisonnement d'Hervé Ryssen, de l'écrivain Hervé Ryssen, en retweetant un message de Louis Alliot, maire de Perpignan et ancienne figure du Rassemblement national au plan national, qui lui se félicitait de l'emprisonnement d'Hervé Ryssen. Alors, pourquoi ça compte? Ça veut dire que ces gens-là, qui aspirent à des responsabilités nationales, Marine Le Pen aspire à devenir présidente de la République. Quand Marine Le Pen, théoriquement, accédera à la présidence, je me projette évidemment à titre hypothétique, Marine Le Pen ne défendra pas le droit des Français à exercer leur liberté d'expression. Marine Le Pen ne défendra pas les Français. Marine Le Pen a montré publiquement qu'elle se soumet à la hiérarchie politique réelle qui existe en France, et fera
ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'exécuter les ordres transmis par le CRIF et d'autres organisations proches de cette structure juive pour réprimer les opposants réels ou supposés que cette structure désigne. Voilà, c'est très clair. Donc le message de Marine Le Pen est d'une importance considérable. Donc on n'est pas dans l'anecdotique. Donc ce type de non-réaction ou de réaction, comme vous le voyez, est très utile et même presque fondamental. Donc ça, c'est pour Marine Le Pen. Alors je pourrais aussi en citer d'autres. Alors il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore réagi. Je vais attendre de voir s'il y a des choses qui viennent. Donc il y a des gens dont on attend finalement une réaction, qui va peut-être venir, je veux dire, dans une semaine, dans le mois, enfin qui, à la faveur de ce qui va se passer autour de ça, vont prendre position. Donc je ne vais pas, je vais pas préjuger de ce qu'ils vont dire, mais c'est vrai qu'au fil des jours qui passent, un silence vaudra acquiescement à cet emprisonnement, qui, comme je le dis, en appelle d'autres. Et c'est là que ces gens-là qui prétendent échapper aux fourches codines de la répression se leurrent en plus de leurrer les autres. Parce qu'ils pensent qu'en étant finalement discrets, en se faisant discret partant de tempête, et en abandonnant finalement à son sort Hervé Ryssen, en le laissant finalement se faire, être réprimé, privé de sa famille, avec toutes les conséquences que ça a à titre individuel, ils pensent que voilà, ils n'attireront pas trop l'attention et qu'ils échapperont à la répression. Réflexion à courte vue. Réflexion à courte vue. On commence par le noyau dur de ce qui constitue aujourd'hui une forme d'opposition au système, c'est-à-dire la question de la critique du lobby juif ou de l'influence juive en France. Bien, très bien. Mais si vous croyez que ça va arrêter à ça, vous vous trompez. Vient ensuite toute une série d'opinions strictement interdites dont on va estimer qu'il va falloir, là aussi, réprimer l'expression en les termes les plus durs. La question du racisme. Que veut dire le racisme ? Il y a autant de définitions de racisme qu'il y a de Français en France. Je veux dire, des gens entendent par racisme certaines choses, d'autres certaines autres, et là aussi, ça sera le subjectif, donc l'arbitraire qui s'appliquera. Et vous aurez des gens, je pense par exemple à Renaud Camus, qui a eu l'élégance de défendre Hervé Ryssen. Non pas qu'il se reconnaisse dans les thèses d'Hervé Ryssen, mais parce qu'il dit, et il a raison, que l'attaque que subit Hervé Ryssen a vocation à se démultiplier sur toute une série d'autres thèmes. Donc Renaud Camus défend le droit à exprimer une opinion. Donc c'est un positionnement libéral. Et Renaud Camus l'a fait. Donc il a été très élégant en le faisant, alors qu'il est par ailleurs très éloigné des positions d'Hervé Ryssen, mais vraiment très éloigné. Hein, mais vraiment très éloigné. En revanche, il y a d'autres personnes qui, comment dirais-je, ont expliqué pourquoi elles refusaient de prendre nommément position. Alors, comment dirais-je, il y a un garçon qui n'est pas malveillant en soi, mais qui s'appelle Thomas Ferrier. Certains peut-être le connaissent, c'est vrai qu'il n'a pas une très grande notoriété, mais enfin, dans le milieu identitaire, il est quand même parfois cité. Il a eu une émission de radio aussi un temps sur Radio Courtoisie. Et Thomas Ferrier a expliqué pourquoi il refusait de prendre nommément position. Alors, la question c'est oui, il faut être subtil. Donc, son argument c'est le suivant, c'est « je défends la liberté d'expression en principe, mais pas en particulier ». Et ça, c'est soi-disant une marque d'audace. Alors non, je vais être franc, parce que je pense qu'il faut être franc. C'est une marque de lâcheté intellectuelle. Pourquoi ? Parce que si vous faites un sondage en France, et si vous vous intéressez à tous les acteurs de cette affaire, tout le monde se dit favorable à la liberté d'expression. Absolument tout le monde. La LICRA se dit favorable à la liberté d'expression. Le CRIF se dit favorable à la liberté d'expression. Toutes les associations antiracistes qui poursuivent les gens en justice se disent absolument favorables à la liberté d'expression. Le MRAP, SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, ils sont tous pour la liberté d'expression. Tous. Les grands dirigeants français sont pour la liberté d'expression.
le garde des Sceaux actuel, M. Dupond-Moretti, se dit résolument favorable à la liberté d'expression. Charlie Hebdo se dit favorable à la liberté d'expression. Vous avez vu que toute la presse a signé une tribune en disant que, comment dirais-je, il fallait défendre Charlie Hebdo parce qu'il fallait défendre la liberté d'expression. Donc tout le monde est d'accord en France, sans exception aucune, tout le monde est d'accord, de l'extrême gauche à l'extrême droite, il faut défendre la liberté d'expression. Sauf pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Ils défendent la liberté d'expression de leur camp. Pas la liberté d'expression. Donc, j'en reviens au début de ma vidéo, ils défendent un concept qui est la liberté d'expression à géométrie variable, c'est-à-dire quand elle me protège, oui, quand elle protège mon adversaire, non. Désolé, la répression. Ce n'est pas la liberté d'expression. C'est un travestissement et une perversion de l'idée de liberté d'expression. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, comme vous le voyez, des tas de gens se revendiquent, en ce qui concerne les principes généraux, en faveur de la liberté d'expression. Et en pratique, ce n'est pas le cas. Donc, quand Thomas Ferrier, dans le milieu identitaire, si vous voulez, dit « Je suis résolument favorable à la liberté d'expression, je défends même, dit-il, pourquoi pas, c'est une proposition intéressante, un premier amendement à l'américaine qui serait étendu à l'Union européenne. » Très bien. Des tas de gens seraient d'accord, d'ailleurs. Probablement même Emmanuel Macron dirait « Ah oui, un premier amendement américain au niveau européen serait formidable. » Bon. Mais il y aurait toute une série de provisions qui feraient que, en fait, on aurait un premier amendement qui ressemblerait à la loi française, qui ferait que personne n'aurait le droit de rien dire sur rien. Bien. Donc, en fait, défendre une généralité, ou un principe général, ou une abstraction, une position philosophique, n'a aucune espèce d'intérêt. Si, dans les cas pratiques qui ont lieu à la faveur d'affrontements politiques, on ne les défend pas, ça n'offre aucun intérêt. Donc, comment dirais-je, c'est un exercice de pure sophistique que de dire « je défends un principe général, mais je ne le fais pas en public pour un cas particulier. » C'est pas de la subtilité, c'est pas de la finesse, c'est pas une marque d'intelligence tactique, c'est une marque de lâcheté intellectuelle et morale. Donc, la liberté d'expression, elle ne se défend pas d'un point de vue platonicien, c'est-à-dire au plan des idées générales, elle se défend en pratique. Quand je trouve un cas où quelqu'un a sa liberté d'expression violée, je le défends. Et c'est comme ça qu'on démontre qu'on défend effectivement la liberté d'expression. Alors, je donne ce cas-là simplement parce que c'est un cas qui était public, n'est-ce pas? Donc, voilà, toute une série de personnes s'expriment et font valoir leur point de vue. Pourquoi ils refusent de défendre? Donc là, j'ai fait un petit tour d'horizon des différentes façons de ne pas soutenir Hervé Ryssen. Donc, je suis désolé, mais il faut tout simplement défendre le droit d'Hervé Ryssen à exprimer ses opinions, comme de toute personne à exprimer ses opinions, et le droit des écrivains à ne pas finir en prison sous prétexte que le pouvoir du moment en a décidé ainsi. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, et personne ne gagnera à jouer... comment dirais-je, à jouer celui qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne sait pas, n'est-ce pas? Parce que si on accepte cette logique, j'allais dire presque de saucissonnage de la liberté d'expression en disant « Ah bah moi je réagis que quand c'est mon camp qui est concerné », ou que quand c'est quelqu'un dont, comment dirais-je, dans les opinions desquelles je me retrouve, à ce moment-là, vous allez très vite constater qu'il y a peu de gens qui se mobilisent autour de vous ou de votre cause. D'accord? Donc, encore une fois, la question, c'est pas de dire « est-ce que je soutiens les opinions d'Hervé Ryssen ?» Ça, c'est une opinion qui est totalement différente, ça n'a rien à voir. Vous pouvez vous reconnaître totalement dans les opinions d'Hervé Ryssen, ça n'a rien à voir, c'est pas le sujet. De la même façon qu'il y a d'autres intellectuels qui finissent devant les tribunaux, Éric Zemmour, etc. La question, c'est pas de savoir si vous êtes d'accord avec eux ou pas. D'accord? Surtout tout parti de leur discours. La question, c'est de savoir est-ce que ces gens méritent d'être devant un tribunal et d'atterrir en prison parce que le pouvoir en a décidé ainsi. La réponse est catégoriquement non. Catégoriquement non. Donc, que ce soit
en disant c'est pas une opinion, donc c'est légitime. Ou en disant moi je préfère pas trop en parler parce que vous comprenez, je risque d'avoir des ennuis. Ou que ce soit en disant voilà, moi je défends le principe de la liberté d'expression, mais jamais en particulier, hein, donc j'agis en général mais jamais en particulier, tout ça vous pouvez tirer un trait là-dessus, ça n'a pas de pertinence. Donc on défend la liberté d'expression en étant cohérent et en défendant les personnes qui sont victimes des tentatives même avec tentatives couronnées de succès pour le coup, de censure des intellectuels qui en sont les cibles. Et c'est un excellent test, et je vous invite à le faire. C'est un excellent test pour savoir qui est de quel côté. Et le cas Rissen doit servir aujourd'hui de révélateur. Ça doit être un révélateur. Il faut aller vers des personnes qui, par ailleurs, le reste du temps, disent « Ah, mais vous comprenez, le politiquement correct, nous subissons, on ne peut plus rien dire, sur aucun sujet, c'est insupportable, etc. » Il faut aller vers ces gens-là, je sais pas, je pense par exemple à Nicolas Dupont-Aignan, je pense par exemple à Marion Maréchal Le Pen, et à tant d'autres, hein, ou des soi-disant des libertaires, Michel Onfray qui se revendique de la tradition anarchiste et libertaire, allez vers lui demander, il y a un écrivain qui est en prison, on ne vous a pas entendu, monsieur Onfray, qu'est-ce que vous en pensez? Ou allez voir Robert Ménard, hein, qui a été longtemps à la tête de Reporters sans frontières. Là, peut-être qu'il a quelque chose à nous dire là-dessus. Il dit, vous qui avez été si longtemps à l'étranger, vous intéressez à ce qui se passait dans d'autres pays, pour voir si les écrivains avaient le droit de s'exprimer. Qu'est-ce que vous pensez de la France, qui aujourd'hui embastille un écrivain? Qu'est-ce que vous en pensez? Non pas qu'est-ce que vous pensez de ses opinions, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il soit jeté en prison? Est-ce que vous dénoncez le fait qu'il soit jeté en prison? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ça, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire, il faut aller les voir. Si des gens ont l'opportunité de le faire, avec un smartphone, aujourd'hui tout le monde peut se filmer, hein, ça se fait très facilement. Si vous avez l'opportunité, si vous croisez quelqu'un dans la rue d'un peu connu, dont vous savez que les positions sont ce qu'elles sont, dire, monsieur, j'ai une question à vous poser, excusez-moi de vous déranger, qu'est-ce que vous pensez de l'emprisonnement d'Hervé Rissen? Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Il faut une réponse, d'accord? C'est pas une réponse générale, c'est est-ce que vous êtes contre l'emprisonnement d'Hervé Rissen, oui ou non, ou est-ce que vous êtes pour? Et le nom d'Hervé Rissen doit être cité, d'accord? Mais si c'est pour ramper devant des gens pareils, aussi méprisables, parce qu'ils sont méprisables en plus, vous comprenez, c'est même pas un ennemi respectable, c'est un ennemi... ils sont lâches, ils recourent à des méthodes, si vous voulez, des méthodes d'ordure. Il n'y a même pas de grandeur, si vous voulez, dans leurs méthodes, vous voyez. On peut respecter un ennemi qui est respectable, mais ces gens-là sont des saloperies, quoi. Bonsoir à tous. Dans ce deuxième volet de la censure des voix dissidentes, j'aimerais montrer le plus simplement possible comment YouTube procède pour voler des vues à certaines vidéos. Il s'agira ici de parler de la vidéo sur Valérie Bugeaud, rétropédalage, et Israël immoral. Vous constaterez que c'est deux vidéos sur le même sujet. On commence par rétropédalage, Valérie Bugeaud. Alors, le dimanche 22 octobre, dans le studio du YouTube privé, à 23h59, YouTube enregistre 3500 vues pour cette vidéo. Ici, le chiffre 31%. Retenez, 3500, 31%. À minuit moins 1, le dimanche 22 octobre. Le lundi 23 octobre, 25 minutes plus tard, minuit 24, toujours dans le studio, toujours la même vidéo. Il n'y a plus que 3400 vues. Donc on a perdu 100 vues. Et ici on est passé de 31 à 27. On va le revoir. Voilà.
23h59, dimanche 22 octobre, 3500 vues, Valérie Bugeaud. Lundi 25 minutes plus tard, minuit 24, Valérie Bugeaud, 3400 vues. Et maintenant, on peut voir que j'ai fait un enregistrement de l'écran. Ici. Cela pour vous montrer que c'est enregistré sur l'écran avec la date et l'heure, la vidéo, le nombre de vues. Hop. Toujours enregistré. Et là, centaines de vues en moins. Un autre exemple, avec la vidéo Israël immoral, de l'abbé Rioux, que j'ai pris sur la chaîne Culture Populaire, je les en remercie, j'en profite. Ici, on est le samedi 11 novembre, il est 22h01 dans le studio YouTube, qui enregistre 4500 vues. 41%. 22h43, 42 minutes plus tard, toujours le même jour, samedi 11 novembre, on n'est plus qu'à 4400 vues et 37%. Centaines de vues à nouveau ont disparu. C'est peu, mais sur une vidéo qui comptabilise aussi peu de vues, ça mérite d'être remarqué. Donc 22h, 22h43, 4500 vues, 4400 vues. À nouveau une petite vidéo. Ça a été enregistré avec les dates. 4500 vues, 4400 vues. Dernier exemple. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Toujours avec la même vidéo. Israël immoral, de la chaîne Culture Populaire. Et cette fois-ci, il ne s'agit plus du studio de YouTube, mais directement sur le YouTube public. Et là, vous pouvez voir que la vidéo est à 4400 vues à 16h17. Donc on a perdu une centaine de vues. 17 minutes plus tard, le même jour. Ici, 15h01, le dimanche 12 novembre, 4500 vues. 16h17, une heure et quelques plus tard, dimanche 12 novembre, ici en bas, 4400 vues. Donc 100 vues encore ont disparu.